J'ai jamais voulu être différent des autres. Puis j'avais un peu, au début, un petit peu honte d'être diabétique. Je me suis ramassée à l'urgence une journée, puis ils m'ont dit ça, que j'avais le diabète de type 1. Je pense pas avoir laissé tomber des choses. Je pense pas me freiner à faire des choses parce que j'ai le diabète. Je pense que le grand défi pour un médecin, d'abord, c'est de s'adapter à son patient. Puis le patient, lui, c'est de s'adapter à sa maladie. Ça prend 1 an ou 2 avant souvent d'accepter cette maladie-là. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que par la maladie, on vit mieux, plus rigoureusement. Puis parfois, on est capable de faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais faites autrement. Moi, j'avais secondaire 1, j'étais en secondaire 1, j'avais 13 ans. Et c'était assez simple pour ma mère, qui était infirmière, de diagnostiquer ma condition. J'avais fait du diabète de grossesse, mais après les tests, ça s'était résorbé, puis il n'y avait plus de problématique. 1 an après mon deuxième enfant, j'étais très fatiguée. Je me suis dit, c'est normal, j'ai 2 enfants en bas de 2 ans à la maison, fait que c'est normal d'être fatiguée. Mais à un moment donné, j'avais énormément soif et j'avais perdu, en l'espace de 2 semaines, j'avais perdu 15 livres. Fait que là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'était surtout la soif qui devenait comme un irritant tout au long de la semaine. Et puis, sans le savoir, ben, j'avais aucun glucide qui se rendait dans mon organisme. Donc, j'urinais tous mes glucides dans l'urine. J'avais encore un lecteur de glycémie à la maison qui datait d'1 an auparavant. Et puis, sachant ça, j'ai dit, tiens, je vais faire un test de glycémie. Et puis, ma glycémie montait 22. J'ai dit, ça se peut pas, mon lecteur est trop vieux, mes bandelettes sont trop vieilles, ça se peut pas exister. Et puis, effectivement, par hasard, j'avais un rendez-vous chez un endocrinologue dans la semaine qui suivait parce que j'anticipais avoir un 3e enfant. Puis, je voulais voir c'était quoi les liens avec les diabètes de grossesse que j'avais eus. Et bien, il a confirmé le diagnostic que j'étais diabétique à temps plein, que j'appelle. Dans le temps, il n'y avait pas d'appareil pour faire de glycémie. Il y avait, dans un bureau de médecin, ce qu'il y avait, c'était une éprouvette. On mettait de l'urine, on mettait de l'eau, on mettait un petit comprimé qui s'appelle le comprimé de Clinites. Et c'était finalement ça qui donnait au médecin le diagnostic du sucre ou pas dans l'urine. Je me souviens très bien qu'il a montré ça à ma mère, puis il a dit « il faut aller à l'hôpital ». C'était un choc, mais en même temps, j'avais eu le temps de fouiller sur Internet. Je savais qu'il y avait 2 types de diabète parce que je ne connaissais pas ça tant que ça avant ça. Puis, type 1, je disais, bon, c'est quand tu es jeune que tu as ça normalement. Moi, j'avais 39 ans. Donc, je ne m'attendais pas à ce diagnostic-là, mais en même temps, je me disais, bon, c'est un diabète que tu reçois normalement quand tu es jeune. Alors, je me disais que j'avais quand même vécu longtemps sans ce diabète-là. Ça fait que j'ai quand même été toujours très positive. Puis pour moi, c'était un nouveau défi à relever. Puis j'avais confiance que je serais capable de relever ce défi-là. Bizarrement, il y a des diabétiques qui arrivent. On n'est jamais prêt à accepter ça. Mais bizarrement, moi, ça a été probablement une période plus difficile que la moyenne parce que 13 ans, tu es en plus pensionnaire. En plus, tu veux être comme toutes les autres. Hein? À 13 ans, tu es au début du secondaire. L'annonce, ça a été un choc, je dirais. Et puis, j'avouerais qu'au début, lors de ce diagnostic-là, le support n'était pas super bon. C'était peut-être pas au bon endroit au bon moment, mais le support autour pour accompagner n'était pas très bon. C'est différent d'un diabète de grossesse, ça n'a rien à voir, j'ai découvert ça après. Et puis, mais aussitôt que j'ai rentré en lien avec le CHUL, avec l'équipe de diabète qui a été là, j'ai eu le support qu'il y avait avec, l'éducation un peu et tout ça. Alors, ben c'est sûr qu'avec le temps, on apprend à apprivoiser, mais c'était un choc la première journée, la première semaine. Après ça, bon, la période de deuil est faite, puis ben, on avance, puis on essaye que ça fasse partie de nous, puis qu'on avance avec. J'ai eu la chance d'être dans un groupe extraordinaire. Chez les Pères Maris, où j'étais pensionnaire, mon réseau d'amis c'est bizarre, ils m'ont tous mis un peu comme un héros. Ils m'ont dit, ben si tu es capable de faire tout ce qu'on fait, tu es obligé de te donner des injections, puis tout ça, puis tu as le diabète. J'étais comme un peu le héros de la gang, là. Alors, ça m'a permis de l'accepter. Donc, il y a des étapes dans la vie d'un diabétique, puis il doit se prendre en charge parce que lui se connaît bien. Puis c'est une maladie qu'on doit voir sur une vie complète.
à partir de l'adolescence pour certains ou de l'enfance jusqu'à la mort, finalement, la vieillesse. Et donc, une adaptation à la maladie, puis le patient doit être impliqué. Ça fait une immense différence dans les résultats qu'on peut obtenir. Le grand défi, bizarrement, c'est de ne pas se mettre une pression indue. Trop longtemps, comme médecin, les médecins ont simplement dit aux patients qu'ils n'étaient pas bons. En fait, le modèle traditionnel avant, c'était « je vais voir ton médecin, je vais te dire quoi faire ». Ça marche un peu, mais quand le patient comprend, partage la décision puis est impliqué, ça fait une immense différence pour son médecin. Il devient un motivateur du médecin qui améliore les soins. Ça augmente la prise des médicaments, ça améliore les autres choses importantes comme l'exercice, la nutrition. C'est fondamental. Alors, comme médecin, mon défi à moi, c'est de faire le juste milieu puis de réussir à amener une personne à un équilibre. Puis pour le patient, bien, c'est d'être capable de contrôler ce qu'il peut, puis de se laisser aussi des... C'est bizarre ce que je dis là, parce que comme médecin, on dit toujours le contraire, il faut que les... Mais de se laisser aussi de temps en temps des chances. De dire, regarde, je ne l'ai pas eu, puis je ne suis pas parfait. On est arrivé! Moi, d'habitude, je fais de l'exercice, ça baisse tout le temps. Clairement, ça monte aujourd'hui. Ouais, là, ça monte aujourd'hui. Non, ça, c'est pas comme je suis habitué. Alors là, les diabétiques tirés du groupe, je pense qu'on se fait tout avoir. On donne l'insuline parfaite selon l'exercice, selon les hydrocarbones qu'on va manger. Ça marche pas du tout. La glycémie monte, mais on ne sait pas pourquoi elle monte, sans arrêt. C'est pas facile de ne pas avoir le contrôle, j'avouerais. Je suis une fille d'organisation, je suis super organisée dans ma vie. J'essaie de bien contrôler mes choses, justement. Je me sens en confiance quand je suis en contrôle de mes choses. Puis il faut faire acte d'humilité parce que le diabète, on peut donner tout ce qu'on peut, toute notre énergie pour que ça réussisse bien, puis ça ne marche pas tout le temps. Puis ça arrive souvent que ça ne marche pas tout le temps. Des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas. Cependant, à essayer d'essayer de comprendre, ça donne des gains pour une prochaine fois. C'était-tu un concours? Fallait-tu être le plus haut possible? Non, mais encore là, à matin, je donne 10. Je te 10. Je me donne 8 unités en me disant... Je suis pas encore habitué. Là-bas, ça a été comme si on avait été des enfants, les trois, parce qu'on se regardait et on disait, on ne tue pas le contrôle un peu, puis on en riait, tu sais, parce que c'était un contexte où on pouvait en rire. Puis souvent, on n'en rit pas qu'on n'a pas le contrôle, parce qu'on veut le contrôle, de notre glycémie, on rencontre des professionnels de la santé, puis on a quand même, on se donne l'obligation d'être le mieux traité possible. Puis là-bas, c'était comme le party, parce qu'on se disait, hey, on se permet d'être en haut de 10, hein? On se permet, puis si on était à 19, il n'y a personne qui est déçu de ça. Coudonc, on l'a tout passé par là. L'hyperglycémie, ça signe généralement un état de déshydratation relatif, un peu de manque d'insuline. Quand la glycémie est très élevée, 16, 20, 25, le patient est déshydraté nécessairement, urine un peu plus, se sent ralenti, a moins de performance musculaire. C'est surtout ça le danger de l'hyperglycémie. Mais si on est capable de boire de l'eau, généralement, une personne est capable de compenser en grosse partie pour des états extrêmes d'hyperglycémie. Mais quand même, ça limite la performance physique, puis peut-être le mental quand c'est très, très élevé. Puis j'ai l'impression que là, on se fait jouer le tour lorsqu'on est en montagne, tout simplement parce que là, on va utiliser des forces puis des exercices vraiment intenses, beaucoup plus que ce qu'on fait à l'ordinaire. Et puis en montée, surtout, lorsqu'on fait un exercice intense en montée, probablement que notre système doit avoir des mécanismes de protection contre l'hypoglycémie, parce qu'à ce moment-là, on va avoir des hormones de stress qui vont être sécrétées, le cortisol, l'adrénaline, etc. Et ces hormones-là viennent probablement nous protéger, nous empêcher d'aller vers de l'hypoglycémie, Et on va probablement sortir beaucoup de réserves du foie.
Et ces réserves-là, au niveau du foie, ben, nous permettent d'éviter l'hypoglycémie, mais même, ce qui me surprend aussi, c'est probablement surtout la condition anaérobique qui vient faire ça, c'est que les glycémies montent la plupart du temps. Donc, pour moi, c'était nouveau. Moi, je n'avais pas vécu ça, des glycémies à 10 qui vont monter à 18 parce que je fais un exercice. Je ne connaissais pas ça. Pour moi, c'était nouveau. Et puis, je me suis rendu compte qu'au début, on essayait de baisser l'insuline parce qu'on se dit, si on fait de l'exercice, il faut baisser l'insuline. Puis, malgré toute la théorie que je pouvais imaginer, c'est pas du tout ça qui se passe. Alors, il faut vraiment, à ce moment-là, en tout cas, dans le cas qu'on a vécu au début, on a finalement réajusté nos doses d'insuline parce que la glycémie en montagne, surtout lorsqu'on avait des exercices intenses, montait au lieu de descendre. Puis nos besoins en insuline augmentaient. Ça monte encore. On va monter, je crois, à 4006, je me rappelle même pas. Assez haut, plus haut que ce qu'on a fait à date. Et puis, le défi, c'est que j'ai pas super bien dormi. Ma glycémie est haute en partant ce matin. Ça, je pense que ça va bien se contrôler. Mais on va voir, c'est surtout l'acclimatation et l'attitude, je pense, qui est le plus difficile. C'est comme pour n'importe quelle personne, c'est que plus on va haut, plus notre cœur doit travailler plus fort, doit compenser. Notre taux d'oxygène baisse dans le sang, donc la performance cérébrale diminue pour tous. Et chez le diabétique, il y a déjà d'autres problèmes à l'insuline. Donc ces gens-là, en plus, ont à gérer leur pompe. Ils doivent prendre des décisions avec des facultés des fois diminuées. Ils doivent compenser, comme n'importe quel d'entre nous autres, pour le manque d'oxygène. Ils doivent travailler plus fort au point de vue cardiaque. Qu'est-ce qui se passe? C'était 25. C'est super beau. Bon, ici. C'est quasiment pas de bon sens. On va refaire. Ça arrivait souvent dans le trek. J'ai eu des glycémies qui sont montées jusqu'à 21, 24. Considérant ça, c'était vraiment trop haut. Et puis, souvent, je sais que quand c'est trop haut, la résistance à l'insuline est forte. Et puis, il faut rajouter plus d'insuline pour être capable de la descendre. Tu le corriges, hein, Thierry? Ouais. Tu veux comment tu vas le corriger? Avec de l'insuline. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un pancréas artificiel, mais ça n'existe pas. D'abord, l'insuline qu'on injecte n'est pas toujours absorbée, même si elle est en continu en temps réel. Il y a toujours un délai. Le sensor de glucose que le patient porte, il est renseigné en tout temps, ne fait pas l'ajustement automatique de la pompe. Donc, il y a une décision humaine qui doit venir tout le temps entre la machine et les glycémies. Donc, ce que les gens pensent, ceux qui ne sont pas diabétiques avec des pompes pensent, c'est que la pompe va calculer la dose tout le temps. Non, elle a une certaine autonomie, mais le patient doit s'impliquer. Total estimé 4,4. 4,4? Oui. Tu l'as dit tout, Thierry? 3,9. Tout. À peu près. Donne tout, puis tu prendras des glucides au pire. Alors, je faisais des corrections, presque d'une fois et demie à 2 fois ce que j'avais besoin pour la descendre. Boire beaucoup d'eau aussi. Tu prends une glycémie. Tu l'as-tu déjà prise? Oui, Ah, elle était à combien ta glycémie? 10,4. 10,4. Tu es contente? Oui. Absolument. Fait que là, je pense que je vais me mettre à jour mon capteur. Oui, ça serait une bonne affaire. Il va être plus juste. Crainte du début de journée qui était difficile. Fait qu'il faut savoir, c'est vraiment, c'est pas facile d'être capable d'avancer avec les craintes qu'on a. J'avais beaucoup de craintes, effectivement. Je me disais, bon, j'ai pas bien dormi, j'ai pas les bonnes conditions, je suis fatiguée, il me manque d'énergie, mais il faut avancer. Puis, encore une fois, la théorie du un pas à la fois, la théorie de la casquette, de ne pas voir trop loin. Non, c'est pour elle. Ouais. Ah oui, pas de problème. C'est juste rendu au moment où est-ce que je peux prendre ça. C'est ça. Pas beaucoup. Bien, il nous reste comme 10 minutes. C'est correct. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de jus, fait que si t'en veux plus, tu me le diras.
Mais la petite bouteille, là, c'est du Gatorade concentré, fait que je peux prendre juste une gorgée. Celle-là, il est dit avec de l'eau en plus. Oui, je prends juste une gorgée. Il y a Fait- à peu près 30 grammes dans toute ma bouteille. Une gorgée avec de l'eau. C'est ça. OK. Sinon, tu peux prendre celle aussi. Là. Parce que là, il faut éviter les trucs trop concentrés. Non, c'est On ça. veut te maintenir Non, là. c'est ça. Je fais juste une gorgée puis une bonne gorgée d'eau après. OK, c'est bon ça. C'est bon? Je fixe quand même. Ouais. On a des embûches, on a des obstacles. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dire que je ne réussirai pas à cause de ça. Mais c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile. C'est ce qu'on vit dans tous les jours aussi. Quand la glycémie baisse en pas de 4 millimoles, il y a déjà des performances cognitives de la personne, du cerveau qui sont moins bonnes. Le jugement est altéré, la vitesse de décision, plein de choses qui peuvent arriver et qui nuisent à un patient qui est en situation sportive ou où il y a des risques aussi de chute. Donc, c'est important d'éviter l'hypoglycémie durant l'exercice. Et quand la glycémie est vraiment très basse, par exemple 2,5 millimoles ou moins, bien là, le patient peut venir confus, puis même comateux. Et ça, c'est une réalité des patients diabétiques. Un patient sur 15 ou sur 20 diabétiques de type 1 finit par faire un coma annuellement. C'est quand même beaucoup. C'était le 4e jour du trek du Salcantay. Puis, on avait fait une bonne montée de 3 heures à peu près. Là. Puis, je m'étais donné, ça allait bien. Mais mes glycémies n'étaient pas très élevées cette journée-là. Et c'est ça. Dans la descente, moi, dans les descentes, là, même la journée d'avant, ma glycémie a tendance à descendre rapidement parce que c'est plus rapide comme rythme. On est capable, tu sais, les montées, on fait ça, c'est plus musculaire peut-être, moins aérobique. C'est lorsque tu vas te retrouver en descente, plus facile, exercice moins intense, moins d'hormones de stress. À ce moment-là, il faut que tu sois très prudent. Et c'est là que sont arrivées finalement nos hypoglycémies. Mais dans les descentes, ma glycémie descend. Et je ne peux pas dire que je l'ai vraiment senti. J'aurais peut-être dû quand même prendre des pauses plus régulières pour la vérifier. Je ne l'ai pas vérifié tant que ça cette journée-là. Puis, en fait, ce qui m'a allumée, ce qui m'a fait penser que j'étais peut-être en hypoglycémie, c'est que ça faisait 3-4 fois que je m'enfargeais. Quand je commence à m'enfarger, souvent j'étais en hypoglycémie. C'est ça, je pense que j'étais autour de 2,7 là. Mais aussi, on dirait que quand je me mesure et que je vois que je suis en hypoglycémie, là, les symptômes apparaissent. Fait que les symptômes sont vraiment apparus après ma mesure. OK, plein de Gatorade. On met un peu d'eau dedans. On n'est pas super habile là, quand on est... Je t'aide? Non. Tu veux vraiment avoir regardé? Parce que je shake quand je tombe. En fait, ce que je trouve vraiment pratique, là, c'est dans notre sac à dos, on a des poches. Puis, j'ai toutes sortes de sucres, là, des sucres plus de courte, à action très rapide, des sucres à action moins rapide, mélangés avec des protéines, du gras, d'autres choses. Hein. Puis, pour les hypoglycémies, ce que je fais, c'est que je me prépare des doses de 20 grammes ou 30 grammes de Gatorade. Puis, je mélange ça avec juste un petit peu d'eau. Ça fait vraiment des shooters très sucrés. Puis ça, habituellement, ça fonctionne vraiment bien. Quand on est en hypo, on a vraiment le goût de sucre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis, tu sais, parce que les forces reviennent quand même assez rapidement. Tu sais, c'est pas trop long. Là. Au bout de 5 minutes, tu te sentirais prêt à partir, mais idéalement, t'attends. Hey, 5,2 Thierry! Excellent. Tu peux repartir? Non, on ne peut pas repartir. Avant de repartir, il faut s'assurer qu'elle est stable, puis manger même quelque chose avec quelque chose de plus consistant. Donc moi, je mangerais une partie de ta barre. Ouais. Puis après ça, on va la stabiliser au moins 10 minutes. Ah! Puis après ça, on va partir. Souvent, après une hypoglycémie, j'ai tendance à trop la corriger. Là. Parce que là,
tu voudrais que ça agisse rapidement. Quand tu vois que ça agit pas tout de suite, tu reprends d'autres sucres. Finalement, tu fais un test, tu es rendu à 15, 16. Fait que là, après ça, j'attends un petit peu avant de remesurer. Là. Ça ne redescend pas nécessairement tout de suite après. OK, alors, le capteur de glycémie, c'est un petit capteur qui n'est pas dans le sang, mais dans le liquide interstitiel. Ça te donne ta glycémie tout le temps. À toutes les 5 minutes, ça te donne une glycémie. Donc, ça analyse à toutes les 5 minutes ta glycémie. Par contre, donc ça a une très grande qualité. C'est comme si tu regardais l'heure. Tu n'as plus besoin nécessairement de faire de tests. Par contre, il faut que tu fasses une calibration, minimum à tous les 12 heures, avec un appareil de glycémie. Donc, il faut que tu fasses au moins 2, puis idéalement 3 glycémies par jour. Et là, tu as le petit défaut d'être en retard sur la glycémie du sang 20 minutes. Par contre, c'est génial parce que tu as la tendance. Puis la tendance, c'est meilleur que n'importe quelle glycémie. Bien, c'est super important parce que, bien, premièrement, comme disait Pierre, ça donne la tendance. Et puis, si la tendance te montre que ça descend très vite, bien, ça te donne le temps de réagir pour ne pas faire une hypoglycémie. Donc, ça élimine les hypoglycémies, ce qui est super en randonnée comme ça parce que tu ne veux pas en faire en réalité. Et puis, ça permet d'être en confiance aussi quand tu marches en voyant où se situe la glycémie. C'est super. Ça ressemble à quoi physiquement? Mettons, tu nous montres une tendance, ça a l'air de quoi? Bien, là, ici, si on voit sur le mappon, présentement, ma glycémie est à 6,4. Puis, ça montre que dans les dernières heures, c'est pas mal toujours à 6,4 si je recule un peu. 6,3, c'est 5,9. Il y a eu un moment donné ici, tantôt, ça montrait, ça descendait 6, si je reviens ici, ça allait de 6 à 6,0, 5,9, et je voyais que ça descendait. Alors, j'ai réagi tout de suite à ce moment-là pour pouvoir j'ai pris des glucides, et puis ça a empêché de continuer à descendre plus bas. Fait que si j'avais pas eu ça, j'aurais probablement fait un hypo tantôt. En le voyant, j'ai pris des glucides, une collation, un verre de jus, et puis ça m'a permis de rester stable, puis pouvoir continuer aisément. Et vois-tu ici, Thierry, le plus bas de la courbe, c'est il y a 1 heure. Et la petite ligne pointillée, c'est la glycémie à 4. Donc, je suis baissé un petit peu en bas de 4, à 3,3. Et là, tu manges, évidemment, mais tu as aussi ce qu'on appelle l'hyperglycémie réactionnelle. Là, j'étais à 11,9. J'ai 2 flèches par en haut. Donc, toute l'adrénaline, tout ce que j'ai eu comme stress dû à l'hypo, présentement, mon foie est en train de me sauver la vie. Autrement dit, il est en train de sortir tout le glucose qu'il peut pour me sortir de l'hypo, mais il ne sait pas que je suis déjà sorti de l'hypo. Fait qu'il continue à travailler pour me sortir. Donc, il y a toujours une réaction tardive. Alors, un hypo, souvent, ça te fait faire une hyperglycémie. Puis en plus, c'est tellement, mais tellement inconfortable qu'un diabétique, en général, la recette, c'est de manger 15 grammes, attendre 15 minutes. Puis souvent, on est porté à manger plus parce qu'on a hâte de sortir de l'hypo. C'est très inconfortable. Merci pour cette capsule. En passant, Manon m'a vraiment sauvé. Je le dis, je le répète, dans une hypoglycémie, tu as besoin de 2 choses. Du sucre et une amie. J'ai eu les 2. C'est la seule personne dans ma vie, je pense, parce que même ma femme ne réussit pas à faire ça, qui m'a dit « Pierre, t'arrêtes, tu fais une glycémie. » J'en ai fait une, je l'ai écouté. « Pierre, tu manges. Pierre, t'attends 15 minutes. Pierre, t'en refais une autre. Puis Pierre, on va attendre encore un autre 10 minutes. » Puis c'est une personne que je me suis dit, elle, je vais l'écouter toute ma vie. Mange une belle soupe, 4100 mètres. Tu pourrais-tu juste les permettre en dessous de relever? Bien écoute, premièrement, moi je dis toujours à mes patients qui arrivent au restaurant, attendez, ceux qui prennent de l'insuline, attendez d'avoir votre assiette devant vous autres. Un exemple, tu donnes ton insuline avant d'avoir l'assiette. Tu as commandé de la pizza, mais il y en a 20 qui veulent de la pizza avant toi. Fais ta pizza au bout d'1 heure. C'est pas fort, parce que là, tu vas faire une hypo. Alors, je dis toujours au monde, l'assiette devant toi, puis là, tu donnes l'insuline, parce que c'est de l'insuline extrêmement rapide, là. Les insulines qu'on a maintenant, les prandiales. Donc, il n'y a pas de raison de la donner avant. On la donne lorsqu'on a notre assiette devant nous autres.
Et Manon et moi, nous sommes très expérimentés là-dedans et... Erreur de junior. J'ai pris... ma stratégie aujourd'hui, c'était de prendre un peu moins d'insuline par rapport à ce que j'allais manger, disons la moitié. Alors, j'ai pris mon insuline pour tout le pain puis la soupe que j'ai mangé en me disant, bon, ben ça va compenser pour le repas au complet. Puis il n'y a pas eu de repas Il n'y a pas eu de repas au complet. Avec trop d'insuline. Alors là, on compense avec du jus d'orange. On prend les mêmes glucides, sauf qu'on les prend différemment. C'est l'expérience de la montagne. Ouais. Alors, suivez l'opinion de l'expert. Ne faites pas ça. Faites ce que je dis, non pas ce que je fais. Chin chin. On est tous body, donc on est tous en duo. Exactement le même principe que la plongée sous-marine. Puis, il y a quelqu'un qui va faire le pas, un pas lent, puis on suit le rythme. Puis après ça, on s'est dit avec l'altitude, comment gérer la glycémie, c'est pas évident, on est un peu novice là-dedans. Fait que pour être sûr, malgré qu'on ait des capteurs, 2 d'entre nous, on va quand même se prendre une glycémie probablement aux heures pour être sûr que tout le monde est correct et puis qu'on soit en contrôle. Pour éviter de faire des hypos, en fait, on aime mieux être un peu en hyper qu'en hypo, c'est plus facile à gérer. Ouais, la stratégie, c'est pas pour 2 jours, là, glycémie à 12. Stratégie, glycémie idéalement entre 10 et 15. En bas de 10, on mange. Et moi, j'ai donné l'insuline en pensant qu'on allait peut-être avoir une drive adrénergique. Donc, j'ai donné l'insuline comme faut, mais en pensant que ma glycémie allait monter. Sauf que je suis tellement athlète que je force pas. Donc, j'ai pas l'hyperglycémie. 4,8, ça bouge pas. C'est normal que ça bouge pas? Normalement, le sucre, mais là, j'ai mangé une barre Cliff. Ça va finir par monter. Mais là, la barre Cliff, peut-être... Ouais, j'ai fait un autre erreur. En fait, hey, dans cette vidéo-là, on va passer pour un méchant. C'est que... Non, mais c'est vrai. Là, j'ai mangé une barre Cliff. Donc, il y a des protéines et il y a du gras dans la barre Cliff. C'est un aliment complet. Mais quelqu'un qui est intelligent, ce qu'il fait quand il monte comme ça, il mange du sucre concentré. Puis de cette manière-là, s'il y a une hypo, ça va marcher. Il y a un ami qui m'a dit ça aussi tantôt. Chance, t'as des amis. Oui, oui. Le lendemain matin aussi, on s'est levé à 2 heures. Ça fait une nuit de sommeil très, très courte pour une très grande journée qui nous attendait le lendemain. Encore une fois, au déjeuner, je n'avais pas des conditions gagnantes. Je n'avais pas mangé beaucoup la veille. Puis le matin, au déjeuner, j'ai seulement mangé un petit gruau. Je n'avais pas beaucoup faim non plus. Pour l'ascension en tant que telle, je savais que c'était la partie la plus difficile. Avant d'entamer le voyage, j'étais sûre que ça allait être la partie la plus difficile. Je savais que j'allais avoir besoin de beaucoup d'énergie pour ça, qu'il y a des choses que j'allais contrôler, qu'il y a des choses que j'allais pas contrôler. 5120. 5120. 5120. On ressent les effets de l'altitude. Ouais, toi, Manon, comment ça va? Moi, ça va bien. Mal de tête, non? Finalement, ça va bien. Hier soir, j'allais pas bien du tout à l'heure du souper, mais depuis ce matin, ça va bien. L'énergie est là, la glycémie est correcte. Ça descendait un peu tantôt, j'avais un petit peu peur, mais là, ça a remonté. Et puis, je suis confiante. On continue. Ouais, bien content. J'ai réussi avec 2 unités à gérer une glycémie. Je me trouve dans mes cibles. Je suis content. Hey, on a mal au cœur. Ça, c'est
c'est un défi contre la mort, c'est-à-dire qu'on a une maladie chronique, on ne peut pas être limité. On sent qu'en faisant plus, on est capable de retarder ou de repousser une échéance qui va venir peut-être plus vite parce qu'on est malade. Et ça, c'est un peu la magie des efforts extrêmes et des défis. C'est-à-dire qu'on surmonte des difficultés, on se pousse, puis on est capable de s'adapter et donc on devient une meilleure personne. Ça se peut qu'on ait des échecs, mais c'est pas grave. C'est d'avoir essayé quelque chose, c'est une réussite en soi, même si on le réussit ou on le réussit pas. Mettre un pas en avant, c'est une réussite. C'est déjà un pas de plus que de rester sur place. Il faut avancer, il faut foncer, il faut essayer. Puis l'échec, c'est pas un échec. Une non-réussite, c'est pas une non-réussite. Il faut foncer, il faut essayer.